Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous fais, je m'excuse, un bilan. Ok, j'ai honte, là. Un bilan du mois de décembre et du mois de janvier. Il y a comme 13 lectures là-dessus, puis j'en ai lu plus que ça en décembre et en janvier, mais j'ai fait des vidéos thématiques, puis je vous ai parlé de mes lectures de décembre, puis il y a des vidéos thématiques qui s'en viennent aussi en lien avec janvier, avec ce que j'ai lu en janvier. Puis là, ça fait des jours et des jours que je me torture à savoir, est-ce que je fais une vidéo bilan? Oui, non, peut-être. Je suis un peu rigide, donc le fait que je vous ai pas parlé de ces lectures-là, ça me titille. Mais je suis aussi rigide sur le fait que parler de lecture lorsque ça fait longtemps, ça veut dire que mon sentiment s'estompe, se diminue, donc ça sera pas aussi à vif, pas aussi raw. Puis là, j'avais de l'école aujourd'hui, fait que mes cheveux sont comme avec des trucs de tuque, là, des plis de tuque, puis j'ai des cheveux fatigués là, ici, là, qui sont secs comme de la paille. Toutes ces raisons, mais je suis quand même assise ici pour vous parler de mes lectures. Donc, on va y aller en ordre chronologique. On y va pour un bilan en montagne russe qui sera loin d'être parfait, qui ne sera peut-être pas on point sur tout, mais bon, ça changera pas de mes vidéos habituelles dans le fond. Ok. Décembre, j'ai lu le 3e tome de la série La famille Landry de Virginia C. Andrews, soit le tome d'Or et de lumière qui fait suite à Ruby et Perle. Si vous avez suivi cette saga, Sylvain Desbantis, en 2018, m'a fortement suggéré de lire Fleurs captives et là a commencé un amour malsain pour cette autrice qui est Virginia C. Andrews. J'ai lu le tome 2, mais j'ai vraiment pas eu autant de fun que le tome 1 et je pense que j'ai décidé de laisser tomber cette série-là, mais le 1 a une place spéciale dans mon cœur. Par la suite, il me dit, tu sais quoi, il y a Ruby qui va sortir en adaptation cinématographique. J'ai dit, oh cool, on pourrait le lire ensemble. On a fait une vidéo sur le 1er tome et on a appris plein de choses, entre autres que la personne qui a écrit la série La famille Landry, c'est pas Virginia C. Andrews, c'est un auteur fantôme qui écrit sous son nom. C'est pas la même vibe, c'est beaucoup plus rough, c'est vraiment très fort en émotion et dans les 3 tomes c'est pareil, dans Ruby, dans Perle, dans D'or et de lumière, il y a cet aspect que t'as la patate qui pompe de A à Z, ça fait mal, il y a plein de trucs lourds, c'est dégueulasse que Ruby a vu, mais pour une raison quelconque, je lis ça, puis je suis complètement bouleversée, je suis complètement hors de moi, mais je trippe d'un autre côté. C'est très maso, mais bon. Donc, Ruby, je l'avais trouvé dure, surtout parce qu'elle avait pas d'allié dans ce pauvre tome-là. Dans le tome 2, Ruby devient beaucoup moins naïve et elle a quelques alliés. Puis ce que j'ai trouvé très intéressant dans le tome 3, mais je veux vraiment pas trop vous en dire parce que le but c'est pas de vous spoiler la série si elle vous intéresse, c'est que c'est différent parce qu'on travaille beaucoup plus les relations humaines. C'était pas tant ça dans les 2 premiers tomes, mais là, Ruby, elle est vraiment déchirée entre 2 hommes. Et pour des raisons très différentes, elle ne peut être avec les 2. Et c'est assez compliqué, il y a encore des mensonges, il y a encore de la manipulation et tout, mais j'ai trouvé que ça donnait un aspect différent et Ruby est beaucoup plus réveillée, est beaucoup moins naïve, elle sait maintenant que les gens sont profondément mauvais, donc c'est moins surprenant par rapport à cet aspect-là et on sent qu'elle veut être un coup d'avance, mais pauvre Ruby, elle n'y arrivera pas. Donc, ça a été une grosse lecture pour moi au début décembre. Forcément, ça a fait partie de mes coups de cœur 2021 et je sais pas, cette série, les émotions que je vis rarement ça aussi intensément dans d'autres ouvrages. Donc, la Palme d'Or pour D'or et de lumière. Bon, là, on continue avec La Tresse de Laetitia
Colombani, qui a été un livre qui m'a été prêté par ma collègue de l'école, Joanne. Puis là, je veux pas me mélanger parce que j'ai lu un livre pour les rendez-vous du premier roman qui est Soleil à coudre de Jean d'Amérique, puis il y avait vraiment des choses un peu qui se recoupaient, puis je veux pas mélanger les deux histoires, donc je vais juste regarder ça un peu, mais je sais que j'ai une plus grande impression de la tresse, ça c'est indéniable. Donc ici, nous sommes en Inde, et on suit 3 destins de femmes. Donc, on suit en premier Smita, qui est une intouchable. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de par sa lignée, c'est elle, dans ces conditions-là où il y a absence de toilettes, que le travail, l'obligation de vider les toilettes des autres, d'être en contact avec les excréments. Et vu que c'est quelque chose qui se transmet en lignée, ça veut dire que sa fille, c'est ça qui l'attend. Puis c'est pas ça que Smita veut pour sa fille. La deuxième histoire, c'est celle de Julia avec un G, qui est en Sicile. Et puis son père a une compagnie de traite de cheveux. Donc, il les ramasse, il les traite et il les revend. Puis Julia va apprendre quelque chose d'assez bouleversant au tout début du livre, qui a un gros impact avec cette compagnie-là, avec son père et avec le futur. La troisième histoire, c'est celle de Sarah qui est à Montréal. Sarah, c'est une femme de carrière, c'est une femme forte, c'est une femme qui a appris à travailler dans des milieux d'hommes, qui ne veut pas démontrer sa faiblesse. Et malgré tout, elle commence à se sentir de plus en plus faible, mais ne veut pas le démontrer et ne veut pas l'accepter. Donc, il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça qui va faire en sorte qu'elle aura peut-être pas le choix cette fois-là. C'est un livre vraiment incroyable parce que les 3 destins de ces 3 femmes-là semblent complètement différents et ils le sont. Ils ont chacun leur propre ligne directrice, mais on voit au fur et à mesure que des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et à la fin, on va voir qu'il y a vraiment une connexion entre ces 3 destins-là. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très, très fort. Personnellement, c'est sûr que j'ai pas apprécié à la même valeur les 3 histoires en elles-mêmes, mais c'est définitivement un ouvrage très touchant, très bouleversant, puis si vous n'avez jamais lu La Tresse, c'est pas super long, je vous conseille de lire ce roman-là, tout à fait. On continue avec un collectif de nouvelles qui se nomme Cruel, qui est sous la direction de Fanny Demeule et de Christelle Bertrand. C'est vraiment difficile de faire la critique de recueil de nouvelles parce que forcément, ben, c'est plusieurs auteurs, plusieurs autrices. Il n'y a pas toute la même qualité. Il y a les sujets, même si ici on parle de cruauté et de femmes qui sont cruelles, même s'il y a une ligne directrice, ben, il y a quand même des hauts et des bas et c'est rare dans ma vie, dans mon appréciation, que les collectifs de nouvelles se placent très très haut. Ce qui est intéressant avec cette ligne directrice-là, et avec le titre qui l'explique bien, c'est qu'on veut mettre en scène des femmes qui sont cruelles tout simplement par mauvaise foi. Ou tout simplement parce qu'elles sont cruelles d'elles-mêmes et pas avec une raison sous-jacente. On met souvent en scène des femmes qui sont cruelles, mais parce qu'il y a une raison, puis là, on voulait vraiment purement que la femme puisse être cruelle tout simplement. Donc, Marie-Pierre Lafontaine, c'est une autrice que j'ai lue avec son roman autofiction Chienne. Puis, si vous savez c'est quoi ce livre-là, vous savez que ça fait mal, vraiment mal. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle-là? J'ai marqué, on retrouve les mêmes thématiques que dans Chienne, les enfants et les abus. Donc, c'est très difficile. Une tension tout au long de cette nouvelle, de la manière qu'elle est construite. Puis, j'ai marqué la fin, elle est très violente. Il y avait aussi des autrices que je connaissais pas, là, je vous les nommerai pas toutes, là, je vais vous parler peut-être juste de mes préférences. Il y a une nouvelle de Olivier Sylvestre que j'aime bien, il a écrit Sylvie. J'ai marqué que je suis vendue à cet auteur, c'est pas un secret, j'ai aimé la nouvelle, construite dans un format qui rappelle le vers, sans point ni virgule, une nouvelle qui fait écho à son roman non fictif, si l'on avait vu l'envers de la médaille de l'intervention. Donc, on est encore dans l'intervention d'un homme qui s'en va aider une femme qui va pas super bien, qui est en consommation, mais lorsque ça va comme mal, ben encore plus mal, l'envers de la bienveillance dans l'intervention. La Dame blanche de François Lévesque, j'ai marqué, c'est probablement ma préférée, puis
j'ai repensé encore aujourd'hui, j'étais en train de lire le recueil de nouvelles Monstres et fantômes, puis je repensais à ce livre-là, non, à cette nouvelle-là. Donc, Marie-Rose qui fait inspecter la maison où sa sœur est morte, c'est vraiment comme quelque chose de très atmosphérique. Puis le seul petit bémol que j'ai eu, c'est parce que j'ai comme découvert le pot aux roses, puis ça, c'est toujours un peu plate lorsque ça arrive. En tout cas, personnellement, j'aime pas tant. Mais sinon, j'ai bien aimé la construction de cette nouvelle-là. Et je dois mettre un gros moins pour la nouvelle de Patrick Sénécal qui se nomme Dans le sang. Et j'ai pas besoin de mon téléphone, je m'en souviens très bien de cette nouvelle-là. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que, de façon générale, les nouvelles étaient vraiment originales et différentes, dans un angle nouveau, et on mettait vraiment la cruauté de la femme en tant qu'amie, en tant que mère, de l'avant. Et avec Patrick Sénécal, c'est qu'on est dans une genre de compétition là, entre deux frères et sœurs pour être dans la mafia, là, ou tu sais, dans ceux qui sont au top de choses louches et violentes. Puis l'oncle, je pense, qui dit au garçon, ah ben ça va être toi. Puis la fille elle dit ben moi aussi je peux le faire. Puis il dit ben non, comme t'es une fille. Puis là il va faire des épreuves tout au long de ça. Puis ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que le gars va utiliser sa force physique tout au long des épreuves, mais la fille va toujours utiliser autre chose. Et j'aurais aimé ça qu'elle utilise, elle aussi, sa force physique comme l'homme, et non qu'elle soit plus rusée, ou plus petit, ou plus ça. Puis la fin, c'est juste non. Donc, je m'arrête pour ça, mais ça, c'était le collectif de nouvelles cruelles. J'ai lu, sous la forte recommandation de Sylvain Desmenties et de Sous le ciel, Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Je l'avais vu passer déjà là, par plusieurs personnes dans la communauté anglophone qui lisent des thrillers. Moi, j'en lis pas tant, donc un par-ci, par-là, mais c'est pas mon style préféré. Mais j'avais entendu dire que la fin était polarisante, donc je voulais faire partie de ce pôle d'un côté ou de l'autre. Donc, mon amie Adèle, en fait, on suit Louise qui va avoir une petite affaire avec un homme et elle va se rendre compte la journée d'après que c'est son patron et aussi qu'il a une femme qui s'appelle Adèle. Puis, ils ont vraiment l'air parfaits, tout a l'air vraiment d'aller super bien entre eux. Donc, elle est comme prise là-dedans. Mais lui, il revient tout le temps un peu vers elle. Il me semble qu'il s'appelle David. Puis, c'est pas important, puis ça fait longtemps. Hein? Et elle va se lier aussi d'amitié avec Louise. Mais ça va être vraiment très étrange comme relation entre les trois. Donc, ça m'a pris du temps à démarrer dans le thriller. Mais une fois que j'ai embarqué, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je déroulais les pages, puis j'étais vraiment accrochée à plusieurs choses de ce livre-là. Et la fin, lorsque j'y suis arrivée, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. La fin, j'ai trouvé ça super intelligent et différent. Sauf que le bémol qui a un peu tout fait flancher mon excitation, c'est que je ne pouvais pas rattacher cette finale-là avec aucun fil du reste de l'histoire. Il n'y avait pas eu de petits messages, de petites subtilités, rien. Puis ça, pour moi, c'est une grosse lacune. Donc, lorsque je suis arrivée avec la révélation, j'étais comme... C'était pas satisfaisant. Ça m'a pris comme la page au complet pour me rendre compte de ce que j'étais en train de lire. Mais c'était pas comme oh wow, je l'ai pas vu, tout ça, c'est vrai, ça fait le casse-tête au complet, j'ai tous les morceaux. C'était comme j'étais en train de faire un casse-tête, puis là finalement la personne à côté de moi elle débarrasse la table puis elle sacre à terre puis elle est comme c'est fini. Puis je suis comme OK, mais j'ai travaillé vraiment longtemps pour tout ça, puis c'est pas le résultat escompté. Donc, en tout cas, j'espère que vous comprenez un peu ma métaphore. J'ai trouvé ça vraiment original, mais rétrospectivement, j'ai trouvé ça décevant parce que j'ai pas pu rattacher tous les morceaux, puis j'aurais jamais pu prévoir ça. Et ça, je trouve que c'est une lacune, même si je n'aurais pas prévu, parce que je suis pas Sherlock Holmes. Puis j'ai pas tant de qualité dans ce domaine-là. Mais j'aurais préféré
voir et avoir des indices que ça pouvait être possible. Donc, voici ma critique pour mon amie Adèle. On continue avec... il est où le 4e tome d'Outlander? Attendez, faut que je bouge mes fesses. Bouge mes fesses. Donc, dans le tome 1 d'Outlander de Diana Gabaldon, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette série-là. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Claire retrouve son mari Frank. Ils ont été mariés là, juste avant que la guerre éclate, donc ils n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. Là, ça fait des années qu'ils ont été séparés. Donc ils se retrouvent, ils sont super contents, ils s'en vont quelque part, là, moi puis l'historique, puis la géographie de toute cette place-là. Et Claire disparaît pendant la fête de Beltane, il me semble bien. Et elle disparaît 100 ans en arrière? C'est-tu plus que ça? Il me semble que oui. 1800 quelques. Il n'y a pas de date dans ce livre-là? C'est honteux! À quel point j'ai pas de mémoire, c'est honteux. On va prendre le premier tome. OK, elle est précipitée en 1743. Donc, c'est plus comme 200 ans en arrière. Bon, c'est ça, on va-tu nous dire ici? Des vacances tranquilles en Écosse. Puis, en étant transportée 200 ans en arrière, elle est transportée dans une époque à laquelle elle n'appartient pas, avec une technologie qui n'existe pas encore, des choses qui n'existent pas encore, et elle a comme des informations, elle est habillée d'une manière qui détonne, et elle va faire la rencontre de Jamie. Ça, c'était le premier tome, de façon très rapide. Hein. Dans le deuxième tome, puis le troisième tome, tout ça continue, puis je vais vraiment pas vous en dire plus que ça. J'avais été moins intéressée par le deuxième, c'était encore plus difficile avec le troisième, mais ça s'est bien passé par le quatrième. Je trouve qu'il y avait quelque chose un peu de feel good. On commence à connaître la famille de Claire, puis les gens autour. Il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses, il y a un aspect historique vraiment important. Puis moi, je retiens pas grand-chose, mais j'ai beaucoup de plaisir à y être, tout simplement. Il y a toujours des péripéties, des trucs qui se peuvent pas, puis eux, ils s'en sortent quand même, ma foi, assez bien. Mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un sentiment feel good pour moi de les retrouver, puis d'être un peu dans leur petite vie, parce que éventuellement ils vont se construire quelque chose, puis il y a pas énormément d'actions qui se passent. C'est des petits trucs de la vie quotidienne, des non-rencontres, des malentendus, mais j'ai bien aimé ce quatrième tome là, donc je suis contente et je vais continuer le 5e en 2022. On continue avec un beau hop, La beauté du monde d'Olivier Sylvestre, qui est une pièce de théâtre. Vous savez peut-être que j'aime bien Olivier Sylvestre. J'ai lu... Est-ce que c'était le dernier ouvrage que je devais lire d'Olivier Sylvestre pour avoir tout lu? Je pense que oui. Mais en fait, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est son premier ouvrage, je pense, qu'il a publié. Donc, on suit un protagoniste qui arrive dans un appartement, puis il est comme perdu, il veut comme fuir sa vie du moment. Et c'est ça qui va se passer. Ça va être un peu le chemin, le processus, la journée. C'est plus qu'une journée. Tout ça, le chemin qu'il prend, puis les réflexions sous-jacentes, mais c'est jamais que ça. Et ce qui est particulier avec Olivier Sylvestre, c'est que oui, il y a les mots, mais c'est aussi beaucoup les silences. Et je trouve qu'avec une certaine efficacité dans l'utilisation des mots, il y a aussi une grande efficacité de l'utilisation des non-dits et de ce qui n'est pas tout à fait exprimé. Il y a vraiment un jeu très intéressant par rapport à ça. Et donc, j'aime beaucoup Olivier Sylvestre, même si je comprends pas tout. Je lis ça, je me sens bien, puis j'accepte étonnamment de pas tout comprendre et de laisser une certaine part de flou et de vague à l'univers. Et c'est ça qui s'est passé dans cette pièce de théâtre-là. J'ai passé un bon temps, ça se lit rapidement. C'est définitivement une pièce que j'aimerais voir en vrai. C'était le fun. Donc, c'est ça ma petite critique pour La beauté du monde. On continue avec Highlands de Fanny Demeule, parce que Fanny Demeule, en 2021, elle a été prolifique en s'il vous plaît. Ce qui est vraiment amusant avec Highlands, c'est que ça faisait quelques
jours que j'avais lu Outlander, donc je me retrouvais un peu encore dans cet univers auquel je suis attachée et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, dans ce livre-là, on suit 3 parcours de 3 femmes différentes. Une fille qui est en train de terminer son doctorat. On suit aussi une mère qui trouve ça vraiment difficile et qui est en chemin pour déposer les cendres de sa mère, il me semble, à un certain endroit précis en Écosse. Et on suit aussi, en 3e temps, une survivante. Les 3 parcours sont très intéressants et connaissant Fanny de Meul, il fallait définitivement qu'il y ait quelque chose qui relie ces 3 parcours-là. Donc, au fur et à mesure qu'on lisait, j'avais vraiment hâte de savoir ce qui, au-delà de l'Écosse, faisait en sorte qu'elles étaient un tout, qu'elles étaient ensemble. C'est sûr que j'ai préféré pour moi l'histoire d'Émilie, qui est celle de la mère. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y avait vraiment des propos qu'on entend très peu souvent. Une fille qui a rencontré un gars, il ne voulait pas d'enfant et finalement il y a eu enfant et c'est pas la réaction typique qu'on s'attend de cette femme-là. T'sais, on s'attend que même si on voulait pas, la maternité ça l'a chamboulé, la vie est belle, même si c'est difficile, elle est tellement contente et c'est vraiment pas ce qu'on ressent. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien que ce discours-là soit mis de l'avant. Il y a quelque chose d'un peu fantôme, d'un peu mystérieux dans ce livre-là aussi. Et c'en est un autre que j'ai pas nécessairement l'impression d'avoir tout saisi. La finale a comme déboulé très rapidement. Mais encore une fois, et encore une fois étrangement, je me sens en paix avec tout ça. Non, mais c'est un bilan des bonnes lectures ou quoi? Et définitivement, je suis en train de regarder puis il y a pas grand-chose que j'ai pas beaucoup aimé. On continue avec Réponds à la lumière d'Emma L. Maré. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse. C'est un livre que j'ai fait un TikTok/réel dessus. C'est un livre qui m'a vraiment surprise. En fait, c'est une uchronie, une science-fiction. C'est Emma qui nous parle. Emma qui est une fille normale, qui a pas beaucoup d'argent, qui vit d'un endroit vraiment pas très fameux. Son travail, c'est de mettre des tags à des vidéos pornographiques et s'assurer qu'elles sont dans les règles du site où les vidéos seront hébergées. Donc, c'est déjà un emploi, ma foi, assez particulier dont on n'entend pas beaucoup parler. La vie d'Emma est assez tranquille. Elle essaye d'écrire un livre. C'est un de ses objectifs. Jusqu'au jour où puis là, j'ai comme pas envie de vous le dire vraiment trop. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que l'Uchronie, elle va débarquer solide. L'Uchronie, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais là, on est comme, exactement comme dans Aujourd'hui, mais avec un événement qui n'existe pas, ou existe-t-il? Mais un événement qui est vraiment différent. Donc, c'est pas la même réalité qu'on connaît. Et c'est ça qu'Emma va découvrir parce qu'elle pensait que la réalité, elle était comme vous et moi pensons qu'elle est. Donc c'est un ouvrage vraiment particulier. Le ton de l'autrice est très grinçant, ironique. J'ai beaucoup aimé l'humour. J'ai fait des à plusieurs reprises. Et c'est un livre qui continue à tourner dans ma tête. J'y pense et ma foi, ça m'obsède. J'ai une petite liaison avec ce livre-là, puis Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Si vous avez lu les deux, vous comprendrez, mais définitivement, ça a été une grosse lecture pour moi. Par la suite, j'ai lu un autre recueil de nouvelles qui est Stalkers, sous la direction de Fanny de Meul et Joyce Baker. Si je le compare un peu à Cruel, ce que j'ai trouvé plus difficile pour Stalkers, c'est que le sujet en lui-même offrait pas énormément d'originalité. Et il y a certaines nouvelles que je trouvais qui allaient dans ce dont on s'attend d'un titre comme Stalkers. Et certaines nouvelles se ressemblaient un peu dans la forme, dans ce qui était dit, dans la maison, puis dans ceux qu'on regarde de l'autre côté. Donc, dans le stalk de façon régulière, de façon ordinaire, de façon normale, s'il n'y a rien comme de normal par rapport à stalker.
Donc, il y a définitivement des nouvelles qui m'ont plus marqué que d'autres et ce sont les nouvelles, je pense, qui ont osé plus d'originalité. J'ai marqué Mon Sud-Asiatique de Christina Brassard, Le goût n'a pas de langage d'Ariane Gélina. Puis Ariane Gélina, c'est elle que j'avais lu son collectif de nouvelles Le Sabbat des éphémères, puis c'était bon sa nouvelle aussi. Là, je suis en train de regarder le titre, puis je m'en souviens encore. Le jet de Fanny Demeule, qui avait aussi un angle, ma foi, assez particulier. Et j'ai mis en 4e place Meurtrière de Catherine Lavarenne. Mention spéciale pour Phénix de Marie-Hélène La Rochelle, qui était la plus twisted. C'est celle qui terminait le collectif de nouvelles et ma foi, c'était un choix tellement gagnant, mais c'est vraiment la plus troublante, là. Il y a un moment qui me restera gravé à toujours dans ma tête. Je m'en souviens encore. Le haut le cœur que j'ai eu. Mais un Fanny Demeule, deux Fanny Demeule ne viennent jamais seuls. Donc je dois vous parler de Mukbang de Fanny Demeule, qui est le 3e ouvrage qu'elle a publié en 2021. Mukbang, là, j'ai le goût de vous dire plein de choses à propos de Mukbang, mais plein de choses à propos de ce que Mukbang dit, mais pas nécessairement plein de choses sur Mukbang. Donc, c'est l'histoire d'une fille. On est dans la nostalgie au début. Si vous avez mon âge et l'âge de cette autrice-là, 1991, 1992, les référents du début sont vraiment dans notre enfance, la musique, les jeux, l'essor de l'Internet, le fait que c'est entré un petit peu dans nos vies petit à petit, et éventuellement YouTube et la découverte de toutes les possibilités que YouTube peut offrir. Et la dernière étape qui est de se mettre soi-même en scène sur une de ces plateformes, que ça soit Instagram, que ça soit TikTok qui n'existait pas dans ce moment-là. Mais on peut faire du transfert avec aujourd'hui ou que ça soit YouTube. Et si vous connaissez un petit peu le monde de YouTube, et c'est là que je vais m'emporter, alors suivez-moi bien. Le monde de YouTube commence toujours lorsqu'on a des intentions pures d'être nous-mêmes et de faire du contenu qui nous plaît et qui nous représente. Et notre chère protagoniste, là, elle est assez fit, puis elle mange super santé, je pense qu'elle est végétarienne. Elle décide de se partir une chaîne comme ça. C'est louable, c'est vraiment génial, mais savez-vous quoi? Ça donne 0 abonnés, puis ça donne 0 vues si on n'est pas dans un créneau populaire. Ça n'avance à rien et c'est rapidement qu'elle va s'en rendre compte. Donc, petit à petit, elle va faire des changements sur sa chaîne pour essayer d'être dans les créneaux les plus populaires et de faire les trucs les plus trendy jusqu'éventuellement au mukbang, qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle faisait préalablement. Et donc, c'est pas juste de faire les trucs populaires, c'est aussi d'en faire plus, d'en faire mieux et d'en faire une exagération, tu sais, tout le temps plus que les autres pour avoir le plus de vues. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça peut déraper et ça va déraper assez solidement. J'arrête ça comme ça parce que sinon je vais trop vous en dire. Il y a quelque chose de particulier aussi avec cet ouvrage-là, c'est qu'il y a des codes QR et j'ai écouté une entrevue de Fanny Demeule qui parlait justement de Mukbang. La personne qui l'interviewait lui disait: qu'est-ce qui va se passer lorsque les liens associés au code QR ne seront plus fonctionnels, puis les gens pourront plus aller voir de quoi on parle dans le livre? Puis elle disait, mais tu sais, cette œuvre-là, elle est ancrée aujourd'hui, et si dans 10 ans, ça n'existe plus, c'est correct parce que l'œuvre, elle parle aujourd'hui avec les réalités d'aujourd'hui et les technologies d'aujourd'hui. Pour vrai, moi, au début, parce que c'était de mon époque, puis j'étais très nostalgique, puis je voulais le lire comme bonbon, je sais pas. J'étais dans ce mood-là de prendre mon temps. Donc, je prenais mon téléphone, puis je scannais les codes QR à toutes les fois qu'il y en avait. Et ma foi, il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc, toutes les chansons, je prenais le temps d'écouter la chanson, puis là, je retournais dans le livre, je regardais la vidéo, telle affaire. Si je savais c'était quoi, ben je l'écoutais pas vraiment, mais tu sais, j'étais quand même en train de le scanner à toutes les fois. Et éventuellement, lorsque c'est devenu de plus en plus prenant, je voyais même plus les codes QR, j'étais direct dans l'histoire. Il y a vraiment des millions de couches à ce livre-là, des gens qui nous veulent du mal, des gens qui reviennent tout le temps. Je pourrais faire une thèse, je pense, sur ce livre-là, puis j'en aurais pas dit assez encore.
mais en même temps, je veux tellement que les gens le lisent pour le découvrir par eux-mêmes. Je pourrais peut-être me faire un book club sur Mukbang. Donc, ça a été un ultra coup de cœur. C'est quasi direct un coup de cœur de 2022, ça s'en va direct là. Ça arrive souvent qu'en janvier, je lis des livres qui s'en vont directement là, au mois de décembre. Mais c'est aussi, je pense, parce que ça parle beaucoup de la réalité dans laquelle je suis. J'ai toujours ce débat-là, même si je suis vraiment pas quelqu'un qui suit les tendances, puis même parfois qui les rejette, j'ai tendance à être beaucoup plus réfractaire que vouloir le faire, tu sais, l'adage, si ton ami saute du pont, vas-tu le faire? Ben moi, ma réponse, c'est non. Donc, mais en même temps, c'est quand même la réalité dans laquelle je suis et je sais que on doit quand même se modifier un peu pour plaire, parce que sinon on fait vraiment ça pour personne d'autre que nous. Et c'est correct, mais en même temps, si on le faisait juste pour nous, on le publierait probablement pas. Je filmerais ma vidéo puis je l'effacerais parce que je le fais juste pour moi. Donc, je m'emballe, mais j'ai tellement aimé Mukbang. Là, j'aimerais vous parler des héritiers du Briacan, le premier tome, Le règne du loup, d'Ariane T. Lessard. Mais là, c'est un ouvrage qui est de la fantasy, puis ça fait longtemps, puis j'ai peur de pas me souvenir assez, puis je veux pas me tromper, même si je me trompe forcément dans toutes mes vidéos, mais en tout cas, le moins possible. Donc, on est dans le Briacan. C'est une île qui est séparée par deux royaumes qui se disputent le pouvoir de cette île-là. Donc, il y a les Bornemals d'Aertang et les Doucing du Sud qui veulent la légitimité du Briacan. Et là, il y a une nouvelle génération d'héritiers qui fait son apparition sur le Briacan. Il y a les jumeaux Kilian et Aslander Bornemal et il y a de l'autre côté la chère Elora Doucing. J'ai comme pas envie de vous en dire plus parce que c'est un premier tome qui m'a vraiment plu. Au départ, lorsque j'ai commencé à lire, je trouvais que les phrases étaient longues, puis il y avait beaucoup d'informations, puis ça rendait ça un petit peu lourd, mais rapidement, je me suis soit habituée ou les phrases étaient mieux faites, il y avait moins d'informations, c'était plus concis, donc j'ai pu rapidement embarquer dans le cœur de cette histoire-là. J'y vais pour un deuxième petit bémol, mais après ça, j'ai juste positif à vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et redites. On met beaucoup l'accent sur certaines informations, mais des informations qui sont parfois très simples à comprendre. Donc, par exemple, un lien très important entre deux personnes. Je trouve que c'est une stratégie efficace lorsque ce sont des concepts parfois très difficiles, mais dans ces situations-là, parfois, c'était vraiment juste quelque chose de banal et le dire une fois, on le comprend, puis on comprend aussi que ça va avoir de l'importance pour la suite de l'histoire. Je pense que la plus grande force de ce roman-là, c'est vraiment l'histoire, l'univers de ce livre-là. À plusieurs reprises, je me suis dit, ah, voici le schéma typique de ce genre d'histoire-là, puis je me suis toujours fait surprendre. Il y avait des péripéties qui arrivaient avant, et ça se passait pas tout à fait de la manière que j'avais prévu ça, ou que je pensais que ça allait aller la direction naturelle, et j'ai beaucoup aimé me faire surprendre. Puis c'est pas une histoire que c'est confus parce que le but de chaque personnage est vraiment très clair. C'est juste que le chemin est pas si évident et pas si facile que ça. Donc j'ai trouvé ce côté-là vraiment très original, très surprenant et agréable. C'est agréable aussi parce qu'on suit, comme je vous disais, la perspective des trois jeunes, donc Elora, Kilian et Aslander. Et comme ils sont assez nouveaux dans toute cette politique-là, puis c'est leurs parents qui gèrent, mais on est capable de comprendre avec eux petit à petit tout ça, même si on a certainement plus d'informations que nous, mais ils sont quand même pas experts en politique et en géographie et en territoire et en manipulation, etc. Donc ça nous donne un point d'entrée plus évident pour embarquer dans l'histoire. Et la dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que leurs personnalités sont vraiment des teintes de gris. Donc, oui, parfois, il y a des stratégies qui ont un petit côté machiavélique ou, tu sais, leur but, c'est d'avoir l'île du Briacan, coûte que coûte, mais d'un autre côté, dans certaines autres
situations, ils font preuve de douceur et de gentillesse. Donc, ils sont pas juste des méchants, ou ils sont pas juste des personnes complètement naïves. Ils ont vraiment des belles teintes, c'est vraiment des personnages complexes et j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vais le relire. Mon but, c'est de lire la trilogie cette année. Puis je l'ai acheté suite à ma lecture du premier tome. Donc, on s'en reparlera plus tard. Puis j'essaierai de faire une vidéo avec la trilogie une fois que je l'aurai lu au complet, là, essayer de toutes les lire les trois, puis vous en parler vraiment plus fraîchement. Le dernier livre, mais non le moindre, de cet énorme bilan lecture, c'est Le Labyrinthe de James Dashner. Donc, ça faisait plusieurs années là, que j'avais ce livre-là dans ma bibliothèque. Je voulais savoir de quoi ça parlait. J'avais l'impression que c'était comme un ouvrage sur des compétitions dans un labyrinthe pour en sortir, mais c'est pas vraiment ça. Donc, on suit Thomas qui sort d'une genre de grosse boîte métallique et qui se retrouve avec plein d'autres garçons mineurs, comme en bas de 18 ans, et une genre de micro-société organisée par ces 10 garçons-là. Chacun ont leurs tâches, le ménage, la nourriture, le jardin, la sécurité, mais à côté de cette petite société-là, il y a un labyrinthe et à chaque nuit, les portes de ce labyrinthe-là ferment. Et à l'intérieur du labyrinthe, il y a vraiment de grandes menaces. C'est super dangereux et à chaque jour, depuis 2 ans, ils essaient d'en sortir, de trouver une porte, de trouver comment le battre, d'essayer de comprendre les menaces à l'intérieur de ce labyrinthe-là, mais c'est vraiment pas évident. Et l'arrivée de Thomas est un peu comme le début de la fin. Donc, lui va arriver, puis après ça, il va se passer plein de choses étranges qui ne se sont jamais produites avant. Et Thomas va donc arriver un peu avec une cible sur le dos parce que là, il arrive, puis là, il se passe des choses qui se passaient pas avant. Il a comme pas nécessairement non plus la même attitude que tous les autres qui sont arrivés au labyrinthe. Donc, il n'y a pas nécessairement d'effet. Il y a comme un peu une attitude de combativité. Et c'est ça pour le moment, pour le premier tome. Ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que ça se lisait quand même, ma foi, assez bien. Là, je l'ai lu quasiment en une journée pour la belle brique que c'est. C'est quand même du young adult. Le seul enjeu, c'est que c'était pas nécessairement ce que je pensais que ça allait être. Donc, on n'est pas dans le labyrinthe, c'est pas une compétition. Et ça a un aspect vraiment très, très lent parce que au final, on passe pas beaucoup de temps dans ce dit labyrinthe. Il y a pas grand-chose de mystérieux et d'énigmatique finalement au-delà de ça. Les réponses vont arriver, mais en même temps, elles sont déjà un peu implicites lorsqu'on lit tout au fur et à mesure du livre. Donc, Thomas a déjà certaines cartes. Donc, à la fin, c'est pas surprenant, c'est juste qu'on est rendu à l'action de ce qu'on avait réfléchi avant. Donc, pour moi, il y avait comme un manque d'action dans tout ça, même si c'était intéressant de les suivre dans leur micro-société, puis leurs règles, puis comment ils gèrent ça, puis comment le stress, puis la peur de mourir, puis l'inconnu. Il y avait quelque chose de vraiment très intéressant à propos de ça. C'est vrai que ça a beaucoup de similitudes avec le programme de Sandra Dussault pour la micro-société de jeunes qui s'organisent entre eux, etc. Les deux protagonistes, lorsqu'ils arrivent, ils ont plein de questions. Il y a personne qui veut leur répondre. Il y a comme un peu une histoire de non-dit, dont on dit rien, on pose pas de questions, puis c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose de très similaire aussi dans les deux. Et éventuellement, par la suite aussi, mais je trouve que le programme de Sandra Dussault est tellement plus efficace, puis c'est un one-shot, c'est un tome unique. Et le labyrinthe, là, en un tome, c'était correct, c'était assez, j'aurais aimé ça que ça se termine. Puis c'est une trilogie, donc j'ai vraiment peur que ça s'étire en longueur. Et déjà, le premier tome, tu sais, il y avait comme une certaine, tu sais, un certain chill, un certain moment assez tranquille. Donc, je ne peux vraiment imaginer, là, si la suite pourrait être tant renversante. Donc, c'est comme un bilan un peu mitigé par rapport au labyrinthe, même si je l'ai lu rapidement, même si au final j'ai bien apprécié. J'aimerais ça éventuellement, je pense, en faire une comparaison avec son adaptation cinématographique. Je pense que c'est un livre qui se fait probablement même mieux au cinéma que dans le livre. Ben, dans un livre. Donc, ça fait la fin de mon bilan, ma foi, exhaustif, de vraiment beaucoup de lectures, mais de bonnes lectures. Et ça, c'est ce qui est très agréable. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce bilan qui traînait,
parce que mes lectures du mois de décembre, ça fait un bout. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.